Cette actualité avec nos invités. Nous accueillons ce soir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Ancien patron du RAID. Raphaël Steinville est avec nous. Bonsoir. Rédacteur en chef au sein de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et nous accueillons Frédéric Fougera. Bonsoir à vous. Bonsoir Barbara. Vous êtes président, j'espère que je prononce bien, de Tenkan Paris. Parfait. Tenkan Paris, j'ai envie de dire, du coup avec un petit accent. Tenkan Paris. Bienvenue à tous les trois. Vous venez d'entendre une de ces premières réactions suite à la décision. Jean-Michel Fauvergue, le policier donc impliqué, est donc maintenu en détention pour éviter une concertation avec les autres inculpés, puisqu'il était censé être entendu le 30 août. On préfère le maintenir en détention. Comment vous prenez ça ? C'est inexplicable. Je rappelle que tous les policiers dans cette affaire-là sont mis en examen. Donc leur avocat a droit au dossier. Les avocats se parlent entre eux. C'est complètement inexplicable, ce maintien en détention. Moi, j'ai malheureusement pas été surpris. Je pressentais ça. Je pense que c'est une très mauvaise chose pour tout ce qui a été dit sur ce plateau. Et votre invité précédent le disait. Le travail de policier, c'est pas un travail comme les autres. C'est un travail où vous mettez votre vie en danger. Un travail où on vous demande de la mettre, votre vie en danger, pour aller arrêter des gens, pour aller arrêter des manifestants et des violents qui s'en prennent à tout le monde, y compris aux forces de l'ordre. Et moi je pense que le policier, ça a été dit à plusieurs reprises d'ailleurs, ne doit pas être traité de la même manière que le citoyen normal, que le policier en service, j'entends. Policier en service. Parce qu'un policier voyou, hors service, un policier qui fait un braquage, un policier qui frappe sa femme, etc. Est-ce qu'on peut présumer a priori du statut de voyou ou de bon policier? Non, mais je vous parle du policier en service. Policier en service, y compris dans des affaires de ce type-là, il est présumé innocent et il ne doit pas faire l'objet de cette mesure qui est une mesure de procédure pénale. C'est pas une mesure juridictionnelle, c'est une mesure de procédure pénale et qui est bien d'ailleurs listée dans le code de procédure pénale et non pas dans le code pénal et qui contient 7 domaines où les gens peuvent être mis en détention provisoire. Là, ça correspond à aucun des domaines. Là, je veux dire, on est véritablement. Mais la différence que je faisais, je parlais d'un policier voyou qui a fait des crimes ou des délits, qui n'est pas en service bien sûr, mais qui a fait sciemment des crimes et des délits. Lui, bien évidemment que tout doit s'appliquer pour lui. Mais ça s'applique d'une manière générale. Et en plus, il y a les circonstances aggravantes. Quand il sera condamné avec des circonstances aggravantes. Donc vous voyez que le policier n'est pas quelqu'un d'un citoyen normal. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire en service, il ne faut pas qu'il soit considéré comme un citoyen normal aussi. Il faut qu'il soit protégé de cette mesure de détention provisoire. Alors, absolument. Je voulais vous faire entendre un autre son de cloche, celui de l'avocat de la victime. Écoutez. Voilà maintenant 8 magistrats, puisqu'il y en avait 3 à la Cour, plus l'avocat général, plus les 4 précédents, qui se sont penchés sur ce dossier et y ont trouvé les éléments nécessaires pour mettre en détention ce monsieur. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas de la justice légère, ce n'est pas de l'acharnement contre la police, c'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité de protéger le déroulement de l'instruction. C'est ça le motif essentiel. Il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités, il doit assumer, et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Raphaël Steinville, c'est toujours la même question au cœur de ces affaires qui ne sont malheureusement pas nouvelles, c'est de ce statut du fonctionnaire de police lorsqu'il est impliqué. Oui, vous avez raison, mais je dirais qu'avant même de se pencher sur le statut éventuel dont pourraient bénéficier les forces de l'ordre, moi j'aimerais juste m'arrêter quelques secondes sur la manière dont le récit médiatique aujourd'hui permet, dans le narratif, à cet avocat d'installer l'idée que ce policier est coupable. Il parle de faits graves, mais quand il parle de faits graves, ça ne veut pas dire que ces faits sont hors la loi. Mais il y a tout un... Et en fait, le fait est qu'il est le seul à pouvoir aujourd'hui
s'exprimer. Est-ce que vous entendez ce policier accusé? Non, bien sûr que non. Son avocat, aujourd'hui, l'avocat de ce policier n'est pas présent sur les plateaux pour défendre son client. Et donc, il y a cette petite musique qui s'installe, laissant entendre que ce policier est coupable. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que Maître Preziosi nous explique qu'aujourd'hui, c'est dans l'ordre de la procédure pour justement préserver le bon déroulement de la justice que ce policier serait maintenu en détention. Pour éviter, soyons précis, un risque de concertation frauduleuse. Honnêtement, personne n'y croit. Personne n'y croit. Ça a été expliqué et par les syndicats de policiers. Jean-Michel pourrait le dire de la même manière. Tous les gens qui connaissent ce genre de dossier rigolent et savent très bien que ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai entendu il y a quelques jours Maître Preziosi qui a expliqué que les magistrats n'étaient pas impressionnables et qu'ils rendaient une justice en toute sérénité. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la justice se plie à une sorte de peur que justement une étincelle, notamment la libération de ce policier, ravive les braises à peine éteintes des émeutes. Et d'ailleurs, lui-même l'avait laissé entendre. C'était interviewé sur votre antenne il y a quelques jours. Il expliquait que si jamais ces juges libéraient ce policier, il avait peur que les jeunes des cités mettent le feu à la France. Si ce n'est pas une manière de mettre la pression sur la justice, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le discours et le narratif tel qu'il s'inscrit aujourd'hui fait qu'on a l'impression que ce policier ne peut être que maintenu en détention parce que les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Pour l'instant, en fait, on ne sait rien on ne sait rien des faits, si ce n'est le récit tel que l'avocat de la victime, Dédi, la livre à la télévision. Ce policier qui a reconnu un tir de LBD, il a voulu s'exprimer ce matin. Le fait de reconnaître un tir de LBD ne fait pas de lui un coupable. Non, mais l'avocat de la victime, vous l'avez entendu comme nous cet après-midi, disait qu'il y avait des aveux contradictoires, qu'il avait d'abord nié et en ce sens... Et dans ce cas-là, s'il y a des aveux contradictoires des policiers, on pourrait aussi, dans ce récit médiatique tel qu'on en tout cas, se servait de cet argument considérer que la victime, Eddy, lui aussi, a changé plusieurs fois de version sur les raisons de sa présence au moment de cette interpellation par les forces de l'ordre. Frédéric Fougera, quel regard portez-vous donc sur cette affaire? On sent qu'on ne s'en sort pas. D'un côté, ce maintien en détention, j'imagine, est aussi mis en place pour apaiser les tensions. Pas sûr qu'elles s'apaisent. C'est effectivement plutôt le sens que je donne à cette décision. Mais moi, je ne sais pas que je sois mal à l'aise, c'est qu'en fait, je comprends les arguments des deux côtés. Moi, juste rectifier une chose, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, de la partie du policier, il n'y a pas d'expression publique, mais c'est aussi le choix de son avocat de ne pas répondre aux questions des journalistes. Donc, je ne sais pas dans quelle stratégie ça rentre, mais on ne peut pas reprocher aux médias de ne donner la parole qu'à un camp par rapport à l'autre. Le récit qui s'installe, c'est celui mais de l'avocat. Eux font le choix de ne pas prendre la parole. Et dans ce récit qui s'installe, il y a une chose qui est certaine, et on est tous en partie responsables, les médias le sont beaucoup, c'est qu'on parle de violence policière. Je suis désolé, les mots ont un sens. Tout le monde n'utilise pas cette expression. Soyons précis, effectivement. On comprend tous ce qu'elle veut dire. Je ne donne pas la liste, effectivement. Oui. Mais de façon globale, on parle de violence policière et puis on installe cette idée qu'il existerait des violences policières. Non, mais ça voudrait dire qu'il y a une institution qui est organisée pour faire des violences. Non, mais c'est faux. Il y a des policiers qui ont peut-être, apparemment, commis des violences. Mais il n'y a pas de violence policière. C'est pas l'institution qui organise ces violences. Et je pense que c'est important dans cette époque où on politise tout, où on conflictualise tout, de bien choisir les mots, parce que sinon on est déjà en train de créer une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Il n'y a pas de violence scolaire. Pourtant, il y a des enfants violents à l'école où il y a du harcèlement. Et on ne parle pas de violence scolaire. On parle d'individus. Je pense que c'est exactement la même chose pour la police ou ailleurs. Il y a peut-être des gens qui sont dans la faute, dans l'erreur. Ce n'est pas l'institution que l'on doit accabler ou que l'on doit condamner déjà globalement sur ces hypothétiques... Enfin, pas sur ces hypothétiques violences, sur ces violences réelles, mais qui sont le fait d'une personne, de deux personnes. Elles existent. Et d'un contexte. On ne peut pas les nier, mais ce n'est pas la police.
Mais moi, je reviens sur ce qui a été dit, effectivement, sur le narratif, sur ce qui est en train d'être entendu et d'être dit et entendu. C'est vrai qu'on entend qu'une partie de la... Alors, c'est peut-être une stratégie, je ne sais pas. Moi, j'ai une raison très, très simple. Je vais compléter votre réponse. C'est vrai qu'on n'entend qu'une seule partie qui s'exprime et d'emblée, en livrant d'ailleurs des éléments d'enquête, des éléments d'enquête que possèdent les avocats, voilà, en distillant quelques éléments généraux, on est en train de faire directement le procès à travers sa détention provisoire. En fait, en réalité, je reviens sur la détention provisoire. La détention provisoire, c'est un acte technique de l'enquête. Et je redis ce que je vous ai dit, à partir du moment où il y a quatre mises en examen là-dessus, les 4 avocats des policiers se parlent entre eux et évidemment que les détails vont s'échanger. Donc ça ne sert à rien de laisser le policier en détention. Si je peux vous répondre et notamment compléter ma réponse sur le narratif tel qu'il s'installe, il y a une raison toute simple qui explique qu'aujourd'hui les avocats de ces policiers ne s'expriment pas. Peut-être vous souvenez-vous de Maître Liénard qui est l'un de ces avocats qui défend très régulièrement les policiers. Et qui défend notamment ce policier accusé de la mort de Naël. Aujourd'hui, il est menacé de mort. J'ai l'exemple de Maître Bosselu, qui était l'avocat des gendarmes au moment de l'affaire Adama Traoré. Lui aussi, par l'entremise d'Assa Traoré, au moment de son j'accuse, il avait été désigné comme coupable et victime d'une campagne de haine contre lui. Donc comprenez que les avocats aujourd'hui, lorsqu'ils en viennent à défendre des policiers, préfèrent probablement éviter les médias pour ne pas en risquer pour leur vie, et peut-être que pour que la justice se rende de manière de plus sereine. Mais il y a quelque chose d'insupportable, c'est qu'ils ne peuvent plus s'exprimer sans être menacés pour leur vie. On parlait de sémantique et d'expressions utilisées. Je voulais revenir sur celle de la présomption d'innocence et vous faire entendre ce qu'en pense le délégué FO Police Marseille, qui réagissait aussi à cette décision cet après-midi. On a le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto, quasi de façon systématique chez certains magistrats, comme une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je rappellerai pour certains, même si ça en choque certains, que l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle l'est. Jusqu'à preuve du contraire. Donc aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un sentiment de dépit. Je me demande comment vont se passer les heures et les prochains jours au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise. Ça va plus loin que ça. Comment on sort de cette spirale ? On a l'impression qu'on ne sortira pas indemne, on n'arrivera pas à remettre tout le monde sereinement autour d'une table pour essayer de s'intéresser juste aux faits. Ça va être long parce qu'on a une situation qui s'est dégradée au fil du temps et elle s'est dégradée sur plusieurs décennies. Et en réalité, le positionnement de la justice en France est un positionnement tout à fait hors de l'ordinaire par rapport aux autres pays et en particulier les pays européens. Moi, je vois comment fonctionne la justice espagnole. Ça n'a aucun rapport avec ça. La justice française, pour certains, elle est complètement dogmatisée et on est sur une pensée type George Orwell, c'est-à-dire que la victime c'est le coupable, l'ordre c'est le désordre, etc. Et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature, à un certain moment, avait repris ces mots de manière peut-être un peu différente, mais avait repris en tout cas ces idées-là. Donc on est sur quelque chose qui s'est fortement dégradé au fur et à mesure du temps, et maintenant on est véritablement sur la crise, et la crise, on la voit à l'occasion de ces violences-là. Et pourquoi on la voit, la crise ? Parce que on est dans une société de plus en plus violente. La police, à plusieurs reprises, a sauvé la République. Ça date de 2015 d'abord, ensuite les Gilets jaunes. Rappelez-vous à la place de l'Étoile, etc. Et donc, face à cette violence-là, eh bien, il va falloir maintenant se positionner, et très sérieusement. Oui, mais c'est derrière cette question, c'est la question de la présomption de légitime défense. Qui avait été l'objet d'un certain nombre de débats et de propositions pendant la campagne présidentielle. Le problème et la difficulté, c'est que le président aujourd'hui est très mal à l'aise avec cette notion même de légitime défense, ayant peur que cela transforme le pays en une sorte de grand Far West. Mais je pense que cette question est fondamentale et par ailleurs, ça ne remet pas en cause
le fait que si au terme d'une procédure et d'un éventuel procès, le policier mis en cause soit déclaré coupable, qu'il en paye les conséquences. Mais cette présomption de légitime défense devrait en tout cas faire l'objet de véritables débats. On continue de débattre de l'actualité. On va revenir juste après la pub sur la grosse pagaille du jour à Orly. Elle est désormais terminée. Tout revient dans l'ordre, sauf que certains passagers sont partis sans leur bagage. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info sur CNews. Il est 22h, l'heure de faire un point sur l'information avec vous, Simon Guillain. Rebonsoir Simon. Bonsoir Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes à Marseille reste en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Devant la justice, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Et on va écouter la réaction de l'avocat d'Eddy. La profession devrait se débarrasser des gens qui jettent le discrédit sur elle. Mais là, ce n'est pas l'air du temps, parce qu'on n'est pas dans un temps de justice, on est dans un temps de politique qui explique ces dérapages de la hiérarchie policière, qui estime qu'il est plus important de soutenir les siens que de les écarter quand ils sont fautifs. Mais vous verrez que tout ça changera. Les buralistes victimes de vols ou lors de ces émeutes vont avoir le droit à une compensation. Si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins 3 jours consécutifs, eh bien, ils pourront bénéficier d'une aide de 10 000 € qui sera d'ailleurs versée par l'État. Selon la Confédération des buralistes, plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant ces émeutes. On va écouter ensemble la réaction de Philippe Alloz, qui est président des buralistes Île-de-France, et il se satisfait forcément de cette aide. Nous avons été dans un schéma de pillage. Et pour certains des buralistes atteints, ils se retrouvent dans l'incapacité, encore après plus d'1 mois, de voir une issue favorable à une réouverture. Donc cette aide tombe justement pour ces sinistrés, pour nous buralistes, mais également commerçants, et essentielle pour peut-être réussir à rouvrir d'ici 2 ou 3 mois. Et enfin, on va parler des Journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu en ce moment au Portugal, à Lisbonne. Et le pape François qui a été accueilli sur place en rockstar par 500 000 jeunes du monde entier pour ce qui était son premier rendez-vous aux Journées mondiales de la jeunesse. Dans une ambiance survoltée, au milieu des chants et des drapeaux de nombreux pays, eh bien, le souverain pontife a béni la foule, encadré par, vous le voyez, un important dispositif de sécurité. Sachez que 1 million de jeunes fidèles sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. Voilà pour ce rappel de l'actualité. À 22h sur CNews, vous avez tout de suite rendez-vous avec Barbara Klein pour la suite de Soir Info. Merci beaucoup Simon. Rendez-vous dans 1 heure pour un prochain point complet sur l'actualité. Et nous, on part à Orly d'ici quelques instants. Restez avec nous. On reprend notre tour de l'actualité et on partage le regard de nos invités. L'été dernier, ce sont 35 000 bagages qui avaient été égarés après une grève de 3 heures à Roissy-Charles de Gaulle. Cette année, ce sont des milliers de bagages qui n'ont pas pu partir aujourd'hui avec leurs propriétaires en raison d'une panne inédite à Orly, terminal 4 précisément, panne qui a semé la pagaille pendant 12 heures. On va retrouver sur place Mathilde Ibanez. Bonsoir Mathilde. Alors, tout, dit-on, du côté d'ADP est rentré dans l'ordre, mais on imagine que les bagages qui n'ont pas pu partir eh bien, sont restés derrière vous. Bonsoir Barbara. Eh bien écoutez, même si les couloirs de l'aéroport Orly au terminal 4 sont presque vides, la situation est loin d'être revenue à la normale. Car vous l'avez dit, le tapis de tri des bagages a pu redémarrer vers 18h50. Mais en tout cas, vous pouvez le voir sur les images de Florian Paume. Ici, des centaines et des centaines de valises sont empilées. Une vraie pagaille selon un employé d'Orly. Il y aurait même plusieurs heures de retard sur certains vols. L'objectif, en tout cas ce soir, pour les employés de l'aéroport, c'est d'enlever les valises qui se trouvent ici. Mais personne ne sait encore trop comment cela va se passer. Donc pour l'heure, eh bien, les bagages risquent de passer la nuit dans le hall de l'aéroport Orly 4. La sécurité est sur place pour éviter en tout cas les vols. On a pu croiser une dame qui a tenté de retrouver sa valise parmi toutes ces valises présentes ici.
elle a eu de la chance, elle a pu donc la retrouver. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que demain, la situation ne va pas s'arranger pour autant, car des vols conséquents, des retards conséquents, eh bien, sont à prévoir. Plusieurs heures également pour les vols. Et il faut savoir une chose, c'est que bien tous les passagers qui, eux, sont arrivés à destination, eh bien, ne risquent pas de trouver leur valise tout de suite. Merci beaucoup Mathilde Ibanez, merci à Florian Paume. Les images sont effectivement assez impressionnantes. Évidemment, on est en plein été, de nombreux passagers sont en transit estival. On parle de 10 000 passagers voyageant sur 40 vols qui ont été affectés. Jean-Michel Fauvergue, vous nous disiez que vous avez connu cet exact même problème dans le même terminal en juillet. Pas à des niveaux comme ça, mais au début du mois de juillet, je partais sur Athènes et effectivement, les tapis sont arrêtés. Et donc, on est resté pendant près d'une heure dans l'expectative parce qu'il n'y avait pas de plan B. Quand les tapis s'arrêtent, il n'y a pas de plan B, quoi. Alors, moi, ça me surprend toujours quand même parce que ayant travaillé dans la police et sur des affaires importantes, on essaye toujours, par exemple, quand vous avez un chef d'État qui vient vous visiter et que vous êtes directeur de la sécurité publique, eh bien, vous avez un cheminement et puis vous avez un deuxième cheminement. Un plan B, un plan C, un plan C, etc. Là, il n'y a pas. C'est incroyable. Il n'y a même pas la possibilité de reprendre son bagage et de l'amener quelque part. Oui, parce qu'il a été étiqueté. Voilà, mais, il est en zone neutre. Donc c'est assez... pas angoissant, on va pas se... Non, mais ça vient gâcher un petit peu les vacances, évidemment. Surtout quand vous avez ensuite des correspondances à prendre, quoi. Donc alors, pour bien détailler à nos téléspectateurs, effectivement, c'est un tapis destiné aux bagages qui est tombé en panne. Et ce qui ça dépend procure d'ADP, de l'aéroport. Oui, c'est le groupe ADP. Ça engendre des retards parce que, du coup, les bagages ne sont pas traités aussi vite qu'ils le devraient, mais traités manuellement. Et donc, on préfère faire partir les passagers pour éviter des difficultés supplémentaires, mais ils partent sans leur bagage, il faut leur réacheminer derrière. C'est assez extraordinaire parce que, en plus, quand vous arrivez, c'est vous qui, maintenant... mettez l'étiquette. Mettez l'étiquette, vous allez sur la machine, mettez l'étiquette, vous faites tout, en fait, en réalité. Oui. Et le seul truc que vous n'avez pas à faire, ça ne marche pas quelquefois. Alors, on sera en ligne dans un instant avec le directeur général d'une des compagnies qui a dû se débrouiller. On va voir ce qu'il nous explique. Réaction. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que, sauf erreur de ma part, un passager n'est pas supposé voyager sans ses valises, sans ses bagages qui sont en soute. Alors là, bon, ok, mesure d'exception, mais ça fait que tous les bagages voyagent sans leurs passagers. Pour des raisons de sécurité, ça me paraît un peu surprenant. C'est au moins le cas en France, en Europe, me semble-t-il. Je sais que ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais... Ouais, il me semble que je ne veux pas contredire, mais il me semble que c'est le contraire. C'est-à-dire c'est un bagage ne peut pas voyager sans son propriétaire. C'est donc bien ce qui va se passer. Les bagages vont voyager sans leur propriétaire. Oui, bien sûr. Mais bon, lorsqu'ils sont égarés, ils sont réacheminés sans mais c'est contraire aux règles de sécurité que nous avons en Europe. Pour revenir sur le plan B, à part avoir un aéroport de secours pour tout transférer, c'est comme à l'époque du Concorde où Air France avait toujours un Concorde de secours parce que le Concorde démarrait... partait rarement, soit à l'heure, soit était tout le temps en panne. Donc, il y avait toujours un Concorde de secours. Donc là, par avoir un aéroport de secours, je ne vois pas comment on pourrait avoir un plan B. Raphaël Stainville, ça vous est arrivé ? Non, il ne me semble pas que ça me soit arrivé, mais en fait, j'ai du mal à m'exprimer sur ce genre de sujet parce que, vous savez, maintenant, c'est très culpabilisant le simple fait d'admettre que l'on prend encore l'avion. Donc, on est limité dans notre vie à 4 vols. Non, pas encore, Raphaël en tout cas, c'est l'état d'esprit qui voudrait ça. C'était un de mes 4 vols. Non, oui, je sais bien. Quand on voit le nombre de bagages que Florian Paume et Mathilde Ibanez nous ont montré, c'est très impressionnant. Qui prennent encore l'avion. Mais je pense que ça pose, au-delà des questions de savoir s'il y a un plan B, un plan C, la question de notre dépendance, soit informatique, soit énergétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit que dans un monde où tout est électrifié, tout informatisé, le moindre bug provoque des situations qu'on a du mal à gérer parce qu'on ne sait plus faire autrement. Frédéric Foggia, je vous écoute.
Moi, je voudrais juste faire un petit complément. En communication de crise, ce qui est important, c'est de tirer des enseignements de la crise. Ben là, je pense que quand on est un touriste, un voyageur, un passager, peut-être qu'un des enseignements, c'est de faire bien attention. C'est très domestique ce que je vais vous dire, mais de faire attention à garder les clés de chez soi sur soi et pas les mettre dans la valise. Parce que quand la valise, sur le chemin du retour, la valise n'arrive pas, il va falloir faire défoncer la porte. Si on prend des médicaments, même chose. Les choses essentielles, autant que faire se peut, les garder sur soi. Comme ça, si les bagages sont égarés, c'est pas bien grave ou c'est beaucoup moins grave que si on a des choses essentielles. Ça doit nous rappeler ça pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances et pour ceux qui vont rentrer. Ce que je retiens, c'est que vous donnez conseil aux passagers, mais les enseignements doivent aussi être tirés par les organismes qui sont confrontés au problème. On est bien d'accord. ADP en l'occurrence et les compagnies. C'est les passagers les plus directement, immédiatement pénalisés. Je pense qu'Aéroport de Paris saura prendre les bonnes décisions, s'il y a des bonnes décisions à prendre d'ailleurs. Alors on précise qu'ADP a évidemment présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. Par contre, le Clément Beaune, qui était sur place à Gare du Nord, on en parlera après, a lui répondu à cette question. Est-ce que la panne d'un tapis de bagages peut bloquer tout un aéroport ? Non, c'est inacceptable. Écoutez ce qu'il a répondu. Je me suis entretenu dès ce matin avec le PDG d'Aéroport de Paris. Ce qui se passe à Orly n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir des heures de problèmes de tri de bagages. Je sais que toutes les équipes sont très mobilisées pour réparer le problème technique. Les équipes d'Aéroport de Paris, les équipes d'Orly, les équipes du prestataire. On est en train de résorber ça, de trouver des solutions pour les gens qui ont du retard ou une difficulté de vol. Voilà, les gens qui partent, les gens qui reviennent. On a recueilli quelques... Oui, vous voulez réagir ? On écoute d'abord les passagers. Je vous propose d'écouter les passagers qui ont subi cette perte de bagages, enfin, cette retenue de bagages. En fait, on a fait l'enregistrement et après, on nous a dit d'aller déposer nos valises dehors à la porte 45D. Donc là, on a déposé nos valises. Il semblerait qu'il y a un problème technique à propos des tapis. Donc c'est pour ça que nous, on est obligé d'enregistrer et venir déposer les tapis à l'extérieur. On est arrivé 4 heures avant et on s'est retrouvé dans une queue de je ne sais pas combien de kilomètres de long et en fait le tapis pour les bagages est en panne, donc ça fait plusieurs heures qu'on attend. Donc là, on doit laisser nos bagages dehors sur la route. On ne sait pas s'ils vont arriver à destination. Voilà, bonnes vacances, disait-on en antenne. Lorsqu'on entend Clément Beaune réagir et dire que c'est insupportable, n'est pas acceptable. Pas acceptable, très bien, mais il a une solution. Non, mais en même temps, il ne dirige pas ADP. Non, mais quand je dis très bien, c'est ironique. Oui. Mais ça ne suffit pas de prendre la parole, de faire la leçon si on n'a pas de solution derrière pour si ce n'est de il n'est pas venu avec un tapis supplémentaire qui fonctionne. Ce n'est pas l'expression d'un membre du gouvernement. Ce qu'il dit est tout à fait juste, mais n'importe qui pourrait le dire. Il n'y a pas besoin d'être ministre pour dire ça. Oui, encore, moi je trouve qu'on dit que ce n'est pas acceptable. Bon, c'est un incident qui arrive. Bien sûr que ce n'est pas acceptable, mais comment on va faire pour l'éviter parce que prévoir ce que vous disiez tout à l'heure, prévoir un plan B, plan C. On est en plein été, c'est le pic du transport. Mais quand il dit que ce n'est pas acceptable, je veux dire, effectivement, c'est une parole... C'est assez simple de dire ça, et moi je cautionne pas ça parce qu'il y a une espèce on ne résiste plus à la frustration dans cette société. C'est-à-dire qu'on a abandonné le sentiment de frustration, on n'accepte plus le moindre incident, alors que vous voyez quand même des passagers, en particulier la première, qui avait le sourire, et ça c'était plutôt sympathique. Non mais très bien, on prend ça, mais cela dit, ça vient gâcher les vacances de nombreux Français. Bien sûr que c'est gênant et tout, mais je pense que le mot c'est pas acceptable, c'est un grand mot, mais il n'y a rien derrière quoi. On va accueillir un nouvel invité, Marc Rocher, bonsoir, merci de participer à notre émission. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Air Caraïbes et de French Bee, vous faites partie de ces compagnies qui ont dû faire décoller des avions avec des passagers sans bagages en soute. Racontez-nous votre vision à vous de cette journée de pagaille à Orly. Écoutez, comme vous venez de le dire, ça a été une journée très chaotique avec une panne de ce tapis à bagages du Hall 4 dès 4 heures du matin. Les agents d'Aéroports de Paris, les agents des compagnies aériennes ont constaté que le système ne fonctionnait pas. Et la situation s'est bloquée très vite parce que nous sommes sur des jours de grand départ avec beaucoup d'avions, beaucoup de touristes, beaucoup de familles. Et il a fallu arbitrer entre une première solution qui n'était pas la meilleure, à savoir annuler des vols. Et vous imaginez les conséquences que cela a entraîné. Ou alors faire des choix, de retarder les vols, d'essayer d'avoir des bagages, voire de partir sans les bagages en question pour pouvoir les acheminer demain ou après-demain afin de protéger l'exploitation. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'écran, d'abord, les gens d'Aéroports de Paris ont fait leur maximum, mais à l'heure où nous parlons, le système est, semble-t-il, dépanné, tant mieux.
Par contre, ce qui est sans doute à améliorer, c'est les plans de retrait et les plans de secours, parce que Orly, c'est pas que le hall 4, c'est aussi le hall 3, le hall 2, le hall 1, et on pouvait sans doute plus rapidement rééquilibrer les charges entre les différents halls. C'est ce qui s'est passé à partir de 12-13 heures aujourd'hui, et cela aurait grandement facilité l'opération. Il y a aussi une installation au cargo qui est capable de scanner les bagages, de les inspecter avec des agents d'humain habilités. Bon, tout ça s'est mis en place. On peut peut-être dire que cela aurait dû être un peu mieux prévu et un peu mieux accéléré. La situation rentre dans l'ordre ce soir. Tirons les enseignements de ce genre d'incident. Je rappelle qu'on est quand même dans le 2e aéroport français. On n'est pas dans un tout petit aéroport éloigné et sans moyens. On est dans un aéroport conséquent. Les choses rentrent dans l'ordre, dites-vous, sauf qu'il vous reste encore à acheminer ces bagages. On l'a vu sur les images de nos reporters qui restent à Orly ce soir alors que les passagers sont partis. Ça aussi, c'est une charge de plus pour vous et un coût aussi. Alors, c'est une charge financière non négligeable, mais on va s'en expliquer avec Aéroport de Paris. C'est aussi une charge d'exploitation parce qu'il faut trouver de la place pour réacheminer ces bagages. Air Caraïbes et French Bee ont fait le choix de ne pas prendre du fret et du cargo dans les soutes de nos avions demain pour pouvoir acheminer justement tous ces bagages. On parle d'environ 4000 bagages à l'heure où nous sommes ce soir. Je pense qu'en 24, peut-être 36 heures, on aura réglé 90 ou 95% des soucis de nos clients auxquels, bien entendu, d'abord nous présentons nos excuses, même si la cause est extérieure à nos compagnies et à qui nous allons expliquer tous les moyens que nous mettons en place pour retrouver une situation normale le plus vite possible. On commentait à l'instant en plateau la réaction de Clément Beaune qui dit que c'est inacceptable qu'une panne de tapis puisse ainsi bloquer et gêner des milliers de gens plusieurs heures. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le ministre dire que c'est inacceptable? Une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait d'ailleurs pas dire grand-chose de différent parce que la situation, comme nous venons de le dire, on est dans le 2e aéroport français, elle est effectivement inacceptable. Ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est quelles sont les mesures qui sont prises pour avoir effectivement des plans de secours, pour avoir des rééquilibrages entre les terminaux qui soient plus rapides que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, merci Monsieur le ministre de votre commentaire. Monsieur le ministre, nous vous attendons maintenant sur l'action. Merci beaucoup. Oui, oui, ceci étant, le plan B y compris dans le 2e aéroport de France, c'est pas du rôle du ministre, c'est du rôle d'ADP, d'Aéroport de Paris. Non, mais c'est surprenant quand on voit ça. Aéroport de Paris, de l'aviation civile, mais le ministre a son mot à dire et il a un cabinet qui travaille sur ces sujets. J'en suis tout à fait convaincu. C'est vrai qu'il faudra trouver une autre solution que de traiter manuellement les bagages, ce qui paraît un peu archaïque aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Rochet, directeur général Air Caraïbes et French Bee, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Raphaël Saint-Ville, oui, vous vouliez... Non, j'avais une question, c'était savoir si les voyageurs allaient être défrayés, qui sont partis sans leur valise, vont être défrayés par ces compagnies ou par ADP. La logique voudrait que normalement c'est le transporteur qui soit... Oui, puis la réglementation européenne maintenant va dans le sens des passagers. Oui, non, bien sûr, mais j'imagine puisque la responsabilité d'ADP est engagée, que ces compagnies vont se retourner ensuite à l'encontre d'ADP, mais il y a, je pense, un flou notamment pour les voyageurs qui sont peut-être bien en peine de savoir comment se faire rembourser. Ils ont été effrayés au départ et maintenant ils doivent être défrayés. Et ça a été dit à mi-mot qu'ils allaient pouvoir se retourner contre l'aéroport de Paris. Oui, c'est-à-dire que les compagnies, évidemment, vont assumer, mais vont aller chercher la responsabilité. Il n'y a pas seulement un surcoût parce qu'ils vont multiplier les vols, notamment pour acheminer et les passagers et les valises, donc 2 vols au lieu d'un. Ça, c'est un premier coup. Et puis, parce qu'il faut... puis il nous l'a dit, et laisser du fret. Voilà, donc, ne pas assurer leur livraison pour faire de la place pour les bagages. Ça ne va pas dans le sens du climat, ça. Ça, c'est encore un autre débat qu'on n'avait pas prévu ce soir, Jean-Michel Fauvergue. Mais comme vous revenez souvent, vous tomberez peut-être sur le bonjour. On va revenir sur Clément Beaune, qui était donc gare du Nord aujourd'hui. Il a parlé d'Orly, mais il était plus précisément dans la zone Eurostar de la gare du Nord, à la veille d'un nouveau chassé-croisé de l'été. Aussi et surtout dans la perspective des grands événements que le pays s'apprête à recevoir, la Coupe du Monde de rugby en septembre et les Jeux Olympiques de 2024. Il y a des efforts à faire pour être prêt à assurer le transport, bien sûr, mais la sécurité aussi. Écoutez Clément Beaune. La Coupe du Monde de rugby, c'est déjà un test extrêmement important pour nos transports, pour notre sécurité aussi, puisque ce sont 500 000 voyageurs qui vont venir des îles britanniques. Ce sont les premières nationalités à visiter notre pays à cette occasion, principalement par cette liaison ferroviaire Eurostar. Et donc, il faut que nous soyons à la hauteur de ce rendez-vous. Cela veut dire
augmenter nos effectifs de contrôle aux frontières, de police. Et je salue les efforts faits par le ministère de l'Intérieur. C'est 500 personnes supplémentaires, policiers aux frontières et agents de la police aux frontières, qui sont mobilisés dans nos aéroports parisiens. Orly, Roissy, les temps d'attente sont en train de se réduire, on le voit cet été. Et c'est aussi ici, cette guerre internationale, un effort significatif, 50 personnes supplémentaires qui sont recrutées pour qu'on ait de plus en plus de points de contrôle, de moins en moins de temps d'attente. On en a déjà parlé plusieurs fois avec vous, Jean-Michel Fauvergue, cette pression aussi à devoir assurer le bon déroulement de ces événements et surtout la sécurité de tous, et notamment des touristes étrangers qui vont venir aussi. Bien évidemment, les événements que l'on va avoir, bon, d'abord la Coupe du Monde de rugby. Moi, je ne suis pas inquiet sur la Coupe du Monde de rugby parce que le public, c'est le public rugby, c'est bon enfant, etc. Et effectivement, la plupart des visiteurs qui vont venir du Royaume-Uni par l'Eurostar. Ouais, par l'Eurostar. Et donc, comme ils arrivent dans un goulot, le contrôle est beaucoup plus facile même. Par contre, il va falloir fluidifier. La problématique, c'est ça. La problématique de sécurité dans les aéroports comme dans les gares, c'est d'arriver à être sécure en essayant de ne pas interrompre totalement le trafic. Donc fluidifier. Donc il faut des hommes et des femmes, et il faut de la sécurité privée aussi. Et il vous faut aussi des moyens techniques qui sont importants et démultipliés. Et là, pour l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, je pense que ça le fera. Sur les Jeux Olympiques aussi, je pense qu'on sera prêt à temps. Et si on n'est pas prêt, on fera appel. Je pense qu'on fera appel peut-être à l'armée. Mais je pense que la question, c'est beaucoup moins ces 500 000 voyageurs qui vont transiter par la gare du Nord, et vous le disiez, un public rugby familial, bon enfant, que les problèmes de sécurité qui existent déjà sur la gare du Nord. Ouais. Et effectivement, lorsque vous avez des foules comme ça qui arrivent avec, pour quelques jours avec des devises à dépenser, c'est autant de personnes qui sont des potentielles victimes. Et c'est là, je pense qu'il y a une vraie question de sécurité, au-delà même de ce goulot que représente la gare du Nord. Frédéric Fougera, la France joue une nouvelle fois son image, là, après, on se rappelle, de précédents, la finale de la Ligue des Champions. Elle va jouer son image, et moi j'ai envie de dire que son image ne va pas forcément être glorieuse, parce qu'on parle de Coupe du Monde de rugby, ok, on parle de Jeux Olympiques, ok, mais il y a aussi des Jeux Paralympiques. Et pour les Jeux Paralympiques, nous n'avons rien fait sur l'accessibilité des personnes handicapées. On est un pays qui est extrêmement en retard. Alors on a beaucoup fait sur le dernier kilomètre, donc l'entrée dans un stade, dans un site d'événement. Là on a beaucoup fait, mais pour arriver à ce dernier kilomètre, en fait on a à peu près rien fait. Combien de stations de métro supplémentaires sont accessibles? Peut-être aucune, ou alors si on retire les nouvelles. On n'a absolument rien fait. Là aussi, c'est des problèmes de sécurité, c'est des problèmes d'accessibilité. Et là aussi, ça va être l'image de la France qui va être mise à mal, parce que nous sommes très, très, très mauvais, très en retard. Et c'est lamentable de ne pas avoir profité de cet événement mondial pour justement donner un coup de boost et inventer des nouvelles solutions. On sait que ce n'est pas les financements publics, on sait que c'est compliqué, on sait que ce n'est pas toujours la priorité. Mais on n'a rien inventé, on n'a pas innové, on n'a pas cherché à se distinguer. Et donc, on n'aura pas profité de cet événement majeur pour rattraper le retard, même pas entièrement, mais au moins un peu. On sera très mauvais en termes d'image sur ces questions-là. Et j'espère au moins qu'il n'y aura pas de questions de sécurité qui viendront s'ajouter à la question de l'accessibilité. On vous sent très pessimiste sur la question. Oui, image parce que et réputation. ça me rend furieux qu'on puisse manquer de considération pour une partie des concitoyens. Ça me rend furieux. On va se quitter quelques instants et reprendre notre décryptage d'actualité. On évoquera ce mois qui s'est écoulé depuis les émeutes qui ont touché plusieurs villes en France. Que retient-on de ces émeutes? A-t-on tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé? On en parle dans un instant. C'était il y a un mois. Le pays connaissait plusieurs nuits de violences urbaines, des violences déclenchées par la mort de Nahel après un refus d'obtempérer. Si les tensions ont diminué, aujourd'hui la ville de Nanterre porte encore les stigmates de ces nuits d'incendie et de dégradation. L'une de nos équipes est retournée dans la ville d'où était parti le mouvement de contestation. Comment les habitants vivent-ils un mois après? Reportage de Sacha Robin avec Sarah Fenzari. C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre, qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet,
Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences. Le problème, c'est qu'on a des commerçants qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle, parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises. Sur place, les riverains se désolent de la situation. Si, ça fait mal au cœur pour tous les habitants d'ici. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine, oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés. À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'1 milliard d'euros les dégâts pour les entreprises. Voilà, un mois après les émeutes, on a beaucoup parlé de cette division, de cette fracture entre les Français. Est-ce qu'on tient compte? Est-ce qu'on tire tous les enseignements de ce qui s'est passé, Raphaël Steinville? Moi, j'ai surtout l'impression que les politiques n'ont plus envie de parler de ce qui s'est passé, des émeutes, des razzias, et qu'on a presque déjà tourné la page. Alors, Emmanuel Macron est quand même revenu dessus pas plus tard qu'hier. Alors, il est revenu pas plus tard qu'hier, mais pour en dire quoi? Pour lui, le problème, je suis désolé, il l'euphémise. Alors pour lui, parce que 90% des personnes interpellées sont des Français, c'est pas un problème lié à l'immigration. Donc la question que tout le monde se pose et que tous les gens qui ont regardé, vu les images, ou voire même sous leurs fenêtres, ont vu que le problème, pour une grande partie, était lié à l'immigration, voient c'est plus que leurs sentiments. Tout ce qu'ils ont constaté de leurs yeux est balayé d'un revers de la main par le président qui leur explique que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Et qu'il en tirera des conséquences plus tard, comme s'il avait encore besoin de comprendre. Je suis désolé, dans les confidences qu'il livre au Figaro Magazine, il y a peu de nouveautés par rapport à ce qu'il a pu dire lors de ses différentes interventions, alors que je pense qu'il y a 1000 choses, 1000 enseignements à tirer. Et voilà, moi je pense qu'il y a un vrai malaise du président, un vrai malaise de la classe politique à poursuivre cette compréhension de ce qui nous est arrivé voilà un peu plus d'un mois, et parce qu'ils sont très malaises avec ces thématiques. Frédéric Faugeras, c'est votre analyse aussi? Non, mon analyse, c'est que on est, je le disais tout à l'heure, dans une ère du tout conflictuel, du tout conflictuel et du tout politique. Et si on part de ce raisonnement, ou de cette volonté d'exister ou de faire du bruit, en fait, on ne risque de rien résoudre. Puisqu'en fait, on a plutôt intérêt à créer le chaos, à y participer, à l'alimenter, et voire à s'en réjouir pour pouvoir venir sur les plateaux télé, les commenter et s'exprimer en faisant du bruit, mais en n'apportant aucune solution. Côté du gouvernement, quels enseignements on a tirés? En tout cas, moi, j'en sais rien. Je vois qu'on met quelques pansements, qu'on essaye d'aider dans l'urgence, et c'est très bien, les buralistes ou quelques autres personnes. Mais en quoi ça va changer la situation pour que demain, ça ne se reproduise pas? Quels enseignements on a tirés de ces émeutes, mais des précédentes aussi? Quelles actions fortes, profondes on a décidé d'engager? J'ai le sentiment que c'est toujours assez peu, parce que finalement, on compte sur le fait que l'actualité passe, qu'on oublie très vite, et puis on croise les doigts pour que ça arrive à d'autres, mais que ça ne nous arrive plus. Sauf que ça peut nous arriver à nouveau, ça peut revenir très vite. Et en tout cas, on n'a pas engagé toute la responsabilité qu'on devrait engager quand on est aux affaires. Mais c'est autant le gouvernement que les régions, que les départements, que les maires, parce que c'est l'ensemble des élus, et peut-être même au-delà des élus même, l'ensemble des acteurs de la vie publique qui ont une responsabilité. Alors, tout le monde ne peut pas dire ça y est, j'ai la solution et moi je règle tout, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est un peu personne. Alors, plus on est près du terrain, plus les gens agissent, et notamment le tissu associatif. Mais en réalité, quels enseignements on a tirés? Pour le moment, en tout cas pour le moment, publiquement, on n'en a tiré aucun, en tout cas, où on ne les a pas partagés. On reviendra dans quelques instants sur ces déclarations d'Emmanuel Macron. Mais qu'a fait l'exécutif depuis? La question a été posée à la secrétaire d'État chargée de la ville. Écoutez sa réponse. On a fait un PJL reconstruction, donc un projet de loi reconstruction basé sur 3 axes. Il fallait aller vite, donc permettre des solutions dérogataires au droit commun. Par exemple, pour permettre aux maires qui ont été touchés sur des bâtiments publics, permettre aux écoles, permettre aux crèches, permettre aux centres sociaux d'être reconstruits rapidement. Mais si on passe par la phase appel d'offres, si on passe par la phase, on va dire, traditionnelle, ça va prendre des années.
Voilà, ça paraît essentiel, mais c'est exactement, ce que je viens de dire. Ce projet de loi est certainement essentiel, indispensable, important, mais on répare, on met des pansements. Mais quels enseignements on tire et comment on engage l'avenir pour que les choses ne se reproduisent pas, pour que ça évolue, là, on n'a pas de réponse. Donc oui, on vient en soutien, mais le politique arrive toujours après, alors que le politique, son rôle, c'est d'être devant, c'est de devancer, c'est d'anticiper, c'est de préparer l'avenir. Donc là, il y a une crise, il faut bien en tenir compte, il faut bien réagir, mais on ne peut pas se contenter de réagir, parce qu'on n'a rien prévu pour l'avenir. Jean-Michel Fauvergue. Alors on a appris des choses quand même de cette crise, et des choses qui sont plutôt positives pour certaines. La première chose, c'est que à partir du moment où on a des émeutes de ce type-là, quand on met le paquet au niveau des forces de l'ordre, d'une manière générale, ça s'est arrêté relativement rapidement, ça n'a pas traîné. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, je vous interromps une seconde. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on a plus affaire dans ce genre d'émeute à des petits cons qui viennent foutre le bordel qu'à des voyous très organisés, en bande organisée? Je pense que chaque fois qu'on met quand on met le paquet sur un certain nombre de choses, on a ce résultat-là. La deuxième chose, c'est que ce résultat a été conforté par une justice qui s'est mise au boulot et qui a été exemplaire sur cette affaire-là. Et qui nous a démontré que le fait de mettre des courtes peines et qu'elles soient immédiatement applicables, eh bien ça marche. Donc on souhaite que cette justice-là puisse perdurer pour les autres affaires ultérieurement. La troisième chose, c'est qu'effectivement, la classe politique dans son ensemble s'est mobilisée pour faire ces propositions de loi pour aller beaucoup plus vite pour l'indemnisation, sauf que à un certain moment, vous avez les administrations, vous avez toute l'inertie de nos administrations et d'un certain nombre d'acteurs qui fait que les choses pourraient aller encore plus vite. Voilà, ça c'est au rang des quelques satisfactions qu'on peut avoir. Maintenant, effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis sidéré par le constat que l'on fait sur les émeutiers. Ils sont très jeunes, ils sont français, d'origine étrangère, mais de deuxième ou troisième génération. Donc, ils sont français. Et ils sont, la plupart d'entre eux, pris en compte par l'aide sociale à l'enfance, donc ils sont déjà sous des aides, issus de familles monoparentales. Et là, il faut se poser les questions, et pour pouvoir travailler dans l'avenir de manière à ce que ça ne se reproduise pas, ou que ça se reproduise beaucoup moins. Sauf que se poser les questions, j'ai l'impression qu'on se les pose ou qu'on ne se les pose peut-être pas assez depuis 40 ans et que ça n'avance pas. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ces questions-là, on ne se les a jamais posées et on a toujours mis sous le tapis cette problématique-là. Mais on ne se les pose pas ni au niveau des gouvernements, mais par contre, est-ce que vous avez entendu un groupe qui a parlé d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Alors c'est vrai qu'on rentrait dans l'été, mais il y avait encore une session. Est-ce qu'on a entendu parler des groupes parlementaires? Est-ce qu'on a entendu des groupes politiques, que ce soit la majorité, que ce soit les oppositions, faire des propositions intéressantes? Je ne parle pas de l'extrême gauche, évidemment, qui utilise des propositions de tout casser, mais des propositions intéressantes là-dessus. Les Républicains, pardon, mais vous parliez de propositions. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Notamment, et le président s'y refuse, mais on a parlé de la responsabilité des parents. Qui devrait être engagé. Mais le président s'y refuse pas. Hein. Si, il l'a balayé. Lisez le Figaro Magazine. Il s'y refuse. Il dit qu'il ne veut pas choisir son camp entre soutenir les familles dans l'éducation en même temps, c'est limite. Non, mais il a dit qu'il faut une sanction immédiate, mais il a dit que pour l'instant, sur les allocations, etc. Oui, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de proposition. Je pense que mais à part cette proposition-là, moi des propositions, ça suffira pas comme proposition. Il faut quand même être logique. On a été face à un événement d'une ampleur, etc. Oui, mais c'est là le grand paradoxe. C'est là le grand paradoxe. On peut dire ça, mais il faut dire autre chose. C'est là le grand paradoxe, Jean-Michel, c'est que effectivement, vous avez raison. On a été face à un événement d'une ampleur considérable. Et aujourd'hui, les politiques, à commencer par le président et le ministre de l'Intérieur, ont tendance à minimiser ce qui s'est passé. Pourquoi je dis ça? Sur les chiffres. Qu'il s'agisse de Gérald Darmanin ou du président, il nous parle de 8 000 ou 12 000 émeutiers.
Pardon, mais qu'il s'agisse de Jérôme Fourquet qui a estimé dans une fourchette basse à 50 000 le nombre d'émeutiers, en passant par l'ancien patron de la DGSE, Monsieur Brochant, qui évoquait un chiffre au-delà des 100 000 émeutiers, qui me semble plus proche de la réalité ou de ce que les Français ont pu vivre, ou en tout cas si il a fallu engager entre 45 000 et 50 000 policiers et gendarmes pour rétablir l'ordre pour 10 000 émeutiers, c'est qu'il y a un problème. Oui, vous l'admettrez. Oui. Et donc, je pense que dans le diagnostic tel que les politiques, et je dirais pas les politiques, le pouvoir le fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'euphémisation de ce qui s'est passé, de la minimisation, et voire parfois aussi de la mauvaise foi, voire du mensonge. Quand Gérald Darmanin nous dit qu'il y avait une majorité de Kevin et de Matteo, pardon, c'est un mensonge. Et c'est vrai, si on s'en tient juste aux personnes interpellées, c'était pas des Kevin et des Matteo, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit. Donc je pense que si on a commencé à fausser la manière dont on a traduit ces émeutes et ces razzias, on passe à côté des bonnes réponses qu'il faut apporter à cette crise. Non, mais ce que je voulais vous dire, moi, et je vais tout à fait dans votre sens, du moins dans un certain nombre de conclusions que vous en tirez. Ce que je voulais vous dire, c'est que autant il y a eu des bonnes nouvelles, je les ai citées, autant ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et effectivement, on n'en a pas tiré le bilan de ce qu'on devrait tirer. Mais je m'aperçois que non seulement les gens qui sont aux manettes ne veulent pas tirer le bilan, mais personne d'autre ne veut tirer le bilan de ces affaires-là, y compris les groupes d'opposition, y compris un certain nombre de personnes qui pourraient le faire par l'intermédiaire de commissions d'enquête sur l'Assemblée nationale et sur le Sénat. Or, c'est urgent de le faire et de savoir ce qu'on veut faire. Si la conclusion qu'on a tirée, c'est que notre politique de la ville, dans laquelle on a dépensé des milliards et des milliards au fur et à mesure du temps, n'a servi à pas grand-chose, enfin, en tout cas dans le cadre de ces émeutes-là. Frédéric Faugerat, encore une fois, sur ce thème-là aussi, on ferme les yeux de peur de voir être victime des conséquences d'une prise de position ou de se poser les vraies questions. Je ne suis pas certain qu'on ferme les yeux, je ne sais pas, mais je n'en suis pas certain. Et je voudrais revenir pas sur les chiffres en eux-mêmes, parce que je n'ai pas de chiffres, je ne connais pas les chiffres, et je n'ai pas envie de choisir ceux qui m'arrangeraient à commenter, donc j'ai pas d'informations. Mais je voudrais revenir sur l'exemple de Strasbourg et sa métropole, qui pendant des années ont fait la une, le 1er, le 2 et le 3 janvier, parce que c'était le record de voitures brûlées et d'incendies. Et à un moment, les élus, les acteurs locaux se sont dit qu'est-ce qu'on fait, comment on agit. Et une de leurs décisions, ça a été avec, j'ai envie de dire la complicité, mais je veux dire avec la bienveillance des médias, eh bien de limiter le relais et le bruit médiatique qu'on faisait autour de ces sujets. Et à partir du moment où tous les acteurs qui ont une parole publique et une possibilité de mettre en avant l'information ont fait ce choix, eh bien les chiffres ont baissé d'année en année. Sauf qu'il n'y a plus que les médias qui font des images. Aujourd'hui, les images sont prises par tout citoyen qui les met sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord, mais si on tentait d'appliquer cette solution aux émeutes, par exemple. En tout cas, ça a fonctionné à Strasbourg avec les incendies du 1er janvier. Alors, je ne sais pas si c'est la stratégie du gouvernement ou pas, je n'ai pas cette confidence, mais on peut-être que c'est une piste qui a aussi été choisie, de ne pas en rajouter ou de limiter. Donc les médias devraient se voiler la face, détourner les yeux, arrêter de commenter ce qui ne va pas et se contenter de saluer le soleil, les trains qui arrivent à l'heure. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, et ça serait même trahir finalement le métier de journalisme que de se complaire justement à détourner le regard pour ne pas encourager, ou en tout cas, c'est pas les médias qui encouragent ce genre d'actes. Il faut d'abord traiter ces actes à la base sans même se poser la question, vous voyez, de ce que l'impact médiatique peut avoir dans l'effet générateur de cette violence. Alors, vous ne me faites dire que des propos que je n'ai pas tenus, donc je n'ai même pas envie de réagir à ça, puisque je n'ai pas dit ça, je ne pense pas ça. Vous nous avez expliqué que les politiques avec les... J'ai expliqué que les médias ont aussi une responsabilité, et qu'ils peuvent s'en saisir et qu'ils ont le droit de réfléchir à l'impact que ça donne de montrer 15 fois de suite la même voiture brûlée ou de ne la montrer qu'une seule fois. En tout cas, c'est ce que les journalistes dans cette région ont choisi de faire et ça a eu un impact et ils s'en félicitent. Je ne suis ni juge ni parti, je ne suis pas de cette région. C'est le constat qu'ils ont fait et on peut le faire, on ne peut pas le faire. Les journalistes font absolument ce qu'ils veulent dans cette ville, dans cette région. C'est la façon dont ils ont décidé de traiter ces violences et ces dégradations du 1er janvier. Peut-être que c'est une bonne solution. En tout cas, ça mérite d'être vu et entendu.
On va changer de thématique pour aborder ce cas de féminicide qui met en cause la responsabilité de l'institution judiciaire. Une femme de 45 ans est morte poignardée par son mari le 20 juillet dernier. Elle avait pourtant porté plainte contre lui et demandé une ordonnance de mesure de protection, ce que la justice lui avait refusé. Retour sur les faits avec Maureen Vidal. Le 21 juillet dernier, Adjira, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile dans le Val d'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son conjoint. Au moment des faits, ses enfants âgés de 2 et 4 ans étaient présents dans l'appartement. Elle avait pourtant porté plainte le 7 et le 10 janvier. Elle dénonçait alors des crachats au visage, des violences à répétition depuis plus de 6 mois. Pour elle, début mai, c'est l'effondrement selon les mots de l'avocate de la famille, puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari qu'elle avait demandé le 25 avril a été refusée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Maître Pauline Rongier, l'avocate de la famille, envisage à présent d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. Le nombre de féminicides en 2021 a bondi de 20%, contrairement à 2020. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est très difficile de trouver du sens lorsque ce genre de drame se produit. C'est compliqué parce que déjà l'émotion l'emporte sur les faits. Moi, je reviens sur un discours que je tiens régulièrement. C'est quand en France, quand un policier commet une faute, on l'a évoqué, enfin potentiellement une faute, on l'a évoqué tout à l'heure, il peut se retrouver en garde à vue, sa responsabilité personnelle est engagée. Quand un juge commet une faute, c'est l'État qui voit sa responsabilité engagée. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi revoir le fonctionnement et se demander si quand un juge applique la loi, eh bien donc il est protégé puisqu'il n'est que le porteur d'une décision prise par le législateur. Quand il l'interprète, peut-être y a-t-il un degré de responsabilité qui doit aussi l'engager et qui peut peut-être l'amener à prendre d'autres décisions. C'est ce que rappelait Maureen Vidal, que l'avocate envisage d'attaquer l'État pour dysfonctionnement grave de la justice. Ça s'entend dans un cas pareil. Oui, moi, là, pour le coup, je vous rejoins absolument en tout cas sur cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les magistrats, contrairement aux policiers, semblent échapper systématiquement à une sorte de remise en cause, d'autocritique. Le simple fait de poser cette question est vu comme une attaque insupportable par la magistrature, mais la justice doit s'interroger, sans quoi on va se retrouver confronté à subir ce genre de drame, ces tragédies qui vont se répéter sans que jamais le système judiciaire ne se remette en cause. Jean-Michel Fauvel. Moi, je pense que on est dans un pays où les juges en prennent beaucoup d'ampleur et beaucoup de pouvoir, que ce soit les juges administratifs, les juges constitutionnels, que ce soit les juges judiciaires, et ils prennent du pouvoir à faire ou à ne pas faire. À faire quand ils mettent en détention provisoire des policiers, quand les syndicats déposent plainte contre leur ministre et ça se traduit par une mise en examen du ministre et un jugement qui va être fait. Donc là, tout ça, c'est dans le côté faire. Et puis il y a le côté pas faire aussi, où les juges font un certain nombre ou ne font pas un certain nombre de choses qui font que, à cause d'une erreur procédurale, une mauvaise retranscription d'un jugement, eh bien, un violeur peut se retrouver dans la rue, mis dehors. Un auteur de féminicide, comme ça s'est passé il me semble, à Nîmes en 2020, qui avait été condamné à 30 ans parce qu'il avait tué cet homme-là, sa femme, dans les Pyrénées-Orientales, à Hortafa. Il avait tué sa femme, il avait été condamné à 30 ans. Il a été remis dehors à un certain moment parce qu'on a mis trop de temps entre l'appel et le premier jugement. Donc, et là, on a aussi cet exemple-là. Alors, effectivement, les magistrats sont indépendants et ils vont sur l'individualisation des peines, mais à un certain moment, il faut se poser la question de leur responsabilité très sérieusement.
L'actualité outre-Atlantique, cette fois, c'est la nouvelle inculpation de Donald Trump, cette fois pour complot à l'encontre de l'État américain et atteinte aux droits électoraux. On vient d'apprendre qu'il plaidait non coupable de complot contre les institutions américaines après l'élection de 2020. Il reste cependant toujours en tête chez les Républicains et auprès de son électorat. Je vous propose de réentendre Régis Le Sommier qui, dans Face à l'info ce soir, est revenu sur le phénomène Donald Trump de plus en plus populaire au fur et à mesure qu'il connaît des ennuis judiciaires. Rebondissement, on franchit l'Atlantique avec vous, Régis Le Sommier. Rebondissement dans les affaires judiciaires de l'ancien président américain. Ce matin, Donald Trump a été inculpé une nouvelle fois, cette fois pour complot à l'encontre de l'État américain et aussi atteinte aux droits électoraux. Il est toujours en tête, cela dit, chez les Républicains. Alors, Régis, est-ce qu'on est en droit de se poser franchement la question, est-ce qu'il est vraiment possible qu'il revienne au pouvoir? Alors, on est en droit de se le poser, cette question. Moi, j'ignore si Donald Trump va pouvoir y arriver. Je vais vous esquisser un certain nombre de scénarios. Je sais qu'en tout cas, lui, il pense même très fortement, même si aujourd'hui, on ne peut plus savoir. Vous savez, à une époque, il tweetait plusieurs fois par minute. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de savoir. Alors, il a retrouvé son compte Twitter, mais il est beaucoup moins prolixe qu'il l'a été à une certaine époque. Son compte X, d'ailleurs. Oui, voilà. Devrait-on dire aujourd'hui. Bien sûr. Souvenez-vous, ils étaient 88 millions à le suivre lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Mais ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, ce que vous avez signalé, les sondages, plusieurs sondages montrent qu'en effet, l'ancien président reste le plus populaire chez les Républicains pour la présidentielle de 2024. Depuis qu'il a quitté la présidence, il a quand même perdu une petite partie de son emprise, mais il y a eu des personnalités qui se sont affrontées à lui. Et bien mal lui en a pris, puisque je pense en particulier à Liz Cheney, qui était la fille de l'ancien vice-président, Dick Cheney, qui s'était affrontée à Trump et qui a été battue à une primaire dans le Wyoming l'année dernière. Ça a été aussi le cas de Mike Pence. Alors Mike Pence, hier, quand il y a eu justement cette annonce de cette nouvelle affaire judiciaire dont on va parler, Pence a carrément dénoncé Trump en l'accusant de l'avoir poussé et avec, je cite, ses avocats cinglés à refuser les résultats de l'élection présidentielle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le même Mike Pence, aujourd'hui, se rêve à se présenter à l'élection. Voici une anecdote quand même assez révélatrice sur les chances qu'il aurait d'y parvenir il y a quelques mois. Trump et Pence se sont retrouvés en meeting, chacun à Washington DC. La salle de Trump refusée du monde et celle de Mike Pence était à moitié vide. Donc voilà, les autres, Marc Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham, ou encore son concurrent le plus sérieux, le gouverneur de Floride, qui est la star montante du parti, Ron DeSantis, pour l'instant se contente de faire de la figuration. Alors en France, quand une personnalité politique a des ennuis judiciaires, elle devient impopulaire, mise de côté. C'est pas du tout le cas de Donald Trump. Ah non, pas du tout. Alors il n'a rien perdu, ce qu'on remarque quand on analyse un peu finement cette connexion qu'il avait avec les Américains. Vous savez, donc j'ai parlé de Twitter, qui était autrefois l'outil de Trump pour tisser cette relation un peu à la manière de ce qu'avait toujours rêvé le général de Gaulle, le dialogue direct avec le peuple. Et bien, Trump l'avait imposé avec Twitter. On peut même dire d'ailleurs que c'est un peu lui qui a fait Twitter à une certaine époque. Il avait aussi cette qualité du milliardaire des pauvres, la voix des revanches, des oubliés de la mondialisation et surtout le champion du America First. Aujourd'hui, il est dans une position où il est acculé, on va voir le détail de tout de suite, mais il y a aussi face à lui une popularité déclinante de Joe Biden. Santé chancelante, qu'on regarde, nous, avec un certain étonnement, mais qui est très grave pour les Américains. Je rappelle que Joe Biden a annoncé qu'il allait se représenter. Donc, quand on voit l'accumulation de scènes où il s'écroule sur une estrade, où il salue une grue, du grue de chantier, on se demande un petit peu s'il va pouvoir déjà finir son terme. Les difficultés aussi rencontrées par le Parti démocrate aux élections de mi-mandat, même si ils ont un peu sauvé les meubles, et surtout une affaire dont on parle très peu en France, mais qui commence à agiter sérieusement l'Amérique, c'est celle qui concerne le fils de Trump, Hunter Biden, qui est accusé de corruption. Je ferai peut-être une chronique à un moment sur cette affaire en particulier, parce qu'on n'en parle pas du tout ici. Alors, pour ce qui concerne Trump, le problème était le seul événement qui pouvait vraiment lui barrer la route, c'était le fameux 6 janvier 2000, avec l'attaque de ses
ses partisans. 2020. Pardon, contre le Capitole. De cette enquête dépend l'avenir politique et personnel de Donald Trump. Alors on est en plein dedans dans cette enquête, justement. Qu'est-ce qu'elle dit Alors qu'est-ce qu'elle dit? Alors en effet, elle accuse Donald Trump d'avoir une influence sur ces événements du Capitole, mais surtout, et c'est là, et vous allez voir pourquoi, d'avoir fait pression sur des grands électeurs dans les États pour que ceux-ci ne valident pas les élections, les résultats des élections qui ont consacré la victoire de Donald Trump. Alors ça a été le cas en Arizona, en Géorgie, les fameux avocats cinglés dont parlait Donald Trump Mike Pence sont intervenus. Au Nevada, des résultats qui étaient extrêmement serrés. L'enquête l'accuse donc de tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020 basé sur le grand mensonge, c'est-à-dire qu'il aurait fait croire que cette élection allait être truquée et que s'il perdait, il était victime d'une fraude. Je rappelle que cette accusation est très grave. Il était à l'époque, c'est la grande différence avec les deux autres affaires, vous savez, qui le concernent, celle où il avait été payé une prostituée pour qu'elle se taise, là il n'était pas encore président, et celle qui concerne les documents du FBI, là il n'était plus président. Donc là, celle-ci est plus grave. Il était président, elle était en effet plus grave, et sur la question justement des soupçons que Joe Biden aurait manipulé les choses, etc., etc., il faut rappeler que 2/3 des partisans, et ça c'est encore un sondage incroyable, 2/3 des partisans de Trump pensent que l'élection leur a été volée, encore aujourd'hui. Donc, cette affaire du Capitole, elle est très grave. Elle est très grave, mais elle n'est pas, et c'est là où la question du droit aux États-Unis est très importante, elle ne peut pas aller, elle est difficilement prouvable. À l'époque, une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, Donald Trump l'avait montré, appelant ses partisans à rentrer chez eux. Donc, il est infiniment difficile de lier personnellement Donald Trump et l'insurrection, en tout cas de le prouver devant la justice. En revanche, les enquêteurs et le procureur connaissent parfaitement la fragilité de ce cas. En revanche, les pressions exercées par Trump et ses avocats sur les grands électeurs, là, elles sont bien réelles. Elles constituent une infraction au regard de la loi américaine. L'acte de 45 pages fait notamment état d'un projet criminel et lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. Donc là, on est sur du très très lourd. Les autres, bon, il y avait eu, en effet, c'est la perquisition en Floride. Mais vous savez, Trump n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Quand il avait été perquisitionné en Floride, j'ai noté ce qu'il avait dit à l'époque. Il avait dit « Notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride, est assiégée. Et elle a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI. Alors nous, le FBI, ça paraît... Mais les Américains détestent le FBI. Ça représente l'État central qui vient s'immiscer dans leurs affaires. Donc ça marche très très bien. Et Trump n'est jamais aussi bon quand il est comme ça. Il avait terminé, il avait conclu son discours par « Ils ont même forcé mon coffre-fort ». Voilà. Donc ça doit parler aux Américains. Exactement. Non, mais il connaît tout. Il connaît tous les... Voilà. Alors, il y a quand même juste un problème, c'est que bon, il est embourbé dans ses affaires et on est sur des frais de justice, évidemment. Oui. Et on est aux États-Unis où ça coûte bien plus cher qu'ailleurs. Exactement, Barbara. Et ça pourrait compliquer son retour. L'ex-président, il brasse énormément d'argent. Son comité de levée de fonds a levé 54 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année. Donc il surclasse tous ses rivaux. Vous savez, plus on lève d'argent aux États-Unis, plus on a des chances d'être élu. Mais son trésor de guerre est menacé. Ses affaires, c'est autant de frais d'avocat qui ne sont pas dépensés dans les spots publicitaires, etc. Il ne lui reste que 4 millions de dollars à la fin juin, donc on ne sait pas s'il pourra se refaire. Alors je conclurai ces affaires en disant, par la phrase, une phrase que j'aime beaucoup sur le phénomène médiatique aux États-Unis, on dit « no such thing as bad publicity ». C'est-à-dire, en fait, ça veut dire... Il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a que du bon buzz. Le mauvais buzz, ça n'existe pas. À partir du moment où votre tête est à la télé, à partir du moment où on parle de vous, c'est bon, ça compte. Et Trump, lui, là-dedans, il maîtrise donc l'art de la provocation, ça on le sait. Il adore cette image de persécuté et il l'utilise à merveille. En fait, il comprend, et c'est là où il est quand même extrêmement moderne. Il n'est pas le seul. Nous, on a des gens comme Sandrine Rousseau, des gens qui arrivent à se placer au cœur du débat. Et lui, il est très bon là-dedans
pour se placer au cœur du débat, monopoliser, faire que tous les thèmes tournent autour de lui et occulte du coup complètement les autres. Chaque démêlé judiciaire, en effet, lui donne raison puisque ça provoque un afflux de sympathie pour lui. Lui-même a assuré hier n'avoir jamais reçu autant de soutien depuis sa mise en accusation. Mais alors, est-ce que cela suffira-t-il? Peut-être pas. C'est pas du tout d'être populaire. On est aux États-Unis, il y a la loi. Rendez-vous en avril prochain. À l'issue de ce troisième procès, on saura s'il pourra ou non se présenter à l'élection. Comment faites-vous pour savoir qu'il ne restait que 4 millions sur son compte en banque? Vous êtes un peu du FBI aussi, Je suis un peu du FBI. J'ai ses entrées, Régis Le Sommier. Faites attention. Voilà pour les affaires judiciaires de Donald Trump relancées donc, par ces nouvelles accusations, inculpations plutôt. Il est 23h, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guillain. Bonsoir chère Barbara, justement on va en parler ensemble de Donald Trump qui comparaît une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président américain s'est rendu au tribunal pénal de Washington où il s'est vu notifier les charges qui pèsent contre lui 2 jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines. En France, le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes à Marseille reste en détention provisoire. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste donc placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Et devant la justice, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Cette décision de justice reste incompréhensible pour ce représentant du syndicat Police FO de Marseille. On a le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto, quasi de façon systématique chez certains magistrats, comme une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je rappellerai pour certains, même si ça en choque certains, que l'État c'est le monopole de la violence légitime. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle l'est, jusqu'à preuve du contraire. Donc aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un sentiment de dépit. Je me demande comment vont se passer les heures et les prochains jours au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise. Et puis la panne à l'aéroport d'Orly a pris fin après plus de 12 heures de perturbation. Une panne inédite qui a touché le système de traitement des bagages du terminal 4 de l'aéroport. En pleine période de vacances d'été, le dysfonctionnement a provoqué de nombreux retards qui a concerné environ 10 000 passagers qui ont été affectés. Et le retour à la normale est prévu seulement demain dans la journée. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. C'est à vous, Barbara Klein, pour la dernière partie de Soir Info. Et je repasserai la parole dans une demi-heure. Merci beaucoup, Simon Guillain. On va continuer de dérouler l'actualité ensemble avec nos invités, avec le maire de Fréjus qui interdit la baignade en burkini à la plage. David Racheline a publié un arrêté interdisant de se baigner en burkini pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Il explique que cette décision est motivée par la volonté de garantir donc la sécurité de tous les baigneurs et de ne pas compliquer les opérations de sauvetage en cas de début de noyade. Le communiqué rappelle que 362 noyades ont été enregistrées en France sur la période du 1er juin au 12 juillet de cette année. On va en parler avec Maître Guillain Benessa. Bonsoir. Merci de participer à notre émission. Vous êtes avocat. Chaque été, finalement, on reparle d'affaires de burkini ou en tout cas, on voit que des maires prennent des arrêtés pour tenter d'éviter les polémiques. Et malgré ça, voilà, ça fait la une de l'actualité. Quel est le regard que vous portez en tant qu'homme de loi sur ces affaires-là ? La première chose, et je ne parle pas en tant qu'homme de loi là, mais la première chose, c'est quand même qu'on a un feuilleton effectivement estival qu'on retrouve chaque année, qui est l'affaire du burkini. Alors, cette fois-ci, c'est David Racheline, mais on a eu moult affaires. On avait l'affaire Éric Piolle l'année dernière, puisque la question s'était posée s'agissant des piscines, cette fois-ci à Grenoble. Donc déjà, on a cette idée de feuilleton. Alors, pour vous répondre clairement sur la question, il faut comprendre qu'on est dans une situation qui a donné lieu à pas mal de jugements dans divers tribunaux administratifs à travers la France, des jugements qui sont pas toujours très clairs pour tout le monde, parce il y a clairement une poussée du burkini sur les plages, et donc aussi une poussée des arrêtés et une poussée donc évidemment des recours contre les arrêtés, ce qui fait que c'est difficile d'avoir un regard absolument lisible et clair sur une situation qui ne l'est absolument pas et qui, à mon avis, ne fait que s'accroître, puisque le burkini est au démarrage, j'allais dire, de son ascension en France. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est caricatural, mais c'est très simple, une plage est un domaine public,
tout simplement. C'est l'espace public, pour être précis plutôt. L'espace public, donc, l'espace public, théoriquement, tolère le fait de porter des signes religieux. Donc on a, d'un côté, des gens qui vont à la plage avec un burkini, et de l'autre, des maires comme David Rachlin, qui, eux, essayent de dire, fort logiquement, de trouver des éléments pour tenter d'interdire le burkini sur la plage. Et pour l'interdire, le problème est simple, c'est que juridiquement, on a d'un côté, pour les défenseurs ou les porteurs du burkini, la liberté donc de porter un burkini, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, etc., qui sont les libertés fondamentales de notre état de droit, d'accord, les fameuses grandes libertés, et de l'autre, des maires qui tentent donc de trouver des stratagèmes pour interdire la chose, notamment en invoquant des risques de troubles à l'ordre public. Alors, s'agissant de David Rachlin... Vous n'y croyez pas à ces risques de troubles à l'ordre public ou ces risques de sécurité, tout simplement, comme évoqué par David Rachlin ? Je pense, pour vous répondre clairement, je pense qu'on essaye, mais ça fait longtemps que ça dure, hein, on essaye de trouver des stratagèmes, des dispositifs, des moyens pour tenter de passer entre les filets de juridiction qui, de plus en plus, sont extrêmement laxistes à l'égard de symboles qui sont des symboles ostensibles d'appartenance religieuse, qui n'ont, et là je vous donne un avis personnel, absolument rien à faire dans l'espace public de cette nature-là, je veux dire en plein milieu d'été, avec des bambins, des enfants, des familles, etc. Mais juridiquement, et le problème il est insoluble, c'est que juridiquement, il y a les règles de neutralité qui s'appliquent dans le cadre notamment des administrations n'ont pas lieu d'être sur un territoire comme un espace public, donc comme un espace public littoral, par exemple, le fait d'aller à la plage. Donc on est forcé, et c'est ce que tentent de faire des maires, ils sont forcés de trouver des stratagèmes, notamment des questions d'hygiène ou de sécurité, qui permettent d'englober, on va dire, notamment la question du burkini, mais sans viser spécifiquement la question du burkini. Je rappelle qu'Éric Piolle s'était fait avoir à son propre jeu, puisqu'il avait tenté de dire que le burkini était formidable et donc le bienvenu dans les piscines, et que le juge avait dit qu'on ne pouvait pas faire cela, parce qu'on ne peut pas concrètement favoriser une communauté au détriment d'une autre, et donc dire oui au burkini, mais non à tout le reste. Donc vous voyez que ce soit dans l'interdiction ou la tolérance, on est au milieu du gué, et on essaye de trouver des moyens pour, encore une fois, passer entre les mailles du filet des juges qui, la plupart du temps, ont tendance à annuler les arrêtés comme celui de David Rachlin. Donc moi, je pense, j'ai essayé de jeter un œil un peu à l'arrêté en tant que tel. Je pense que David Rachlin a tenté d'interdire à la baignade le fait de mettre des vêtements amples. C'est ce qu'il a, manifestement, c'est ce qui transparaît. Que dans ces vêtements amples, on a notamment la question du burkini, qu'il a tenté de le limiter à la question de la baignade pour ne pas trop, on va dire, grignoter sur des problématiques qu'il ne gérerait pas si jamais il y a un contentieux, et donc on a un arrêté au milieu du gué, en plein milieu du mois de juillet. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qui est clair, c'est que de nouveau, on va en parler. De nouveau, on en parle ce soir justement, et je voulais ouvrir le débat en plateau. Évidemment, vous restez connectés et vous réagissez parce que ce que vous dites, évidemment, inspire des réactions. Ce qu'il y a toujours au cœur de ces sujets, c'est cette question de la liberté, de l'égalité de chacun, et on a l'impression que finalement chacun des deux camps essaye de l'interpréter en sa faveur. Des deux camps, c'est ça qui est intéressant. Des pros ou des contre burkini. Je voudrais vous dire, et je me tourne vers Raphaël pour dire, je ne suis pas naïf. Merci de m'écouter jusqu'au bout, je ne suis pas naïf. Très bien, Spécial. Non, je sais très bien, je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a des gens qui veulent, qui mènent une bataille politique à travers ce genre de symboles. D'ailleurs, peut-être plusieurs batailles politiques dans les pour et dans les contre. Et qu'une bataille politique ne se gagne que quand on gagne d'abord une bataille culturelle. Je dis ça parce que je pense que c'est très directement lié au sujet précédent dont nous parlions. C'est qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là aujourd'hui. Et autre question qui est parallèle, mais que je trouve tout aussi intéressante, c'est pas parce que j'appose, mais c'est vous allez dans les Émirats Arabes Unis, où il n'y a pas de femmes en burkini sur les plages. Soit vous voyez des gens en maillot de bain, parfois même en string, ce qui peut parfois surprendre les Occidentaux que nous sommes, ou alors des gens qui, par respect pour leur culture et leur religion, ne vont pas à la plage ou ne se dénudent pas. Et pourquoi nous, on importe ou on invente ce genre de choses, et qu'est-ce qu'on a raté pour que ça se produise et pour qu'ensuite ça nous pose un problème. Et je pense que c'est très directement lié à ce qu'on a fait ou pas fait, et aux émeutes, au mal-être de certaines populations, au mal-être de ceux qui se sentent agressés par ces mêmes populations. Et c'est là où on le disait hors plateau tout à l'heure, et il y a probablement beaucoup de travail à faire pour arriver à refaire une société dans laquelle tout le monde s'entende, s'écoute, se respecte.
Réponse de Raphaël Steinville après le préambule et après le propos en entier de Frédéric Fougera. J'ai essayé de me tenir sage, attentif jusqu'au bout, et je suis d'accord avec vous en réalité. En réalité, ce qu'on voit notamment, c'est que effectivement les maires sont bien démunis, qu'ils cherchent des parades, mais que les questions qui se posent, malheureusement avec le Burkini, leur échappent parce que rien n'est prévu dans le code pour empêcher cela. La question, effectivement, elle est culturelle. Et on voit que l'islam, et notamment l'islam politique, teste notre société à travers ces nouveaux usages qui s'imposent dans les piscines ou au bord de la plage. Et que malgré tous les efforts, et parfois bien légitimes de ces maires pour essayer de préserver leur commune de ce genre d'entrisme de ces femmes souvent très, très largement appuyées par des communautés très politiques de l'islam politique. Ils sont malheureusement dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout parce que la loi ne leur permet pas. Donc, d'un côté, on a des gens qui utilisent les faiblesses, ou en tout cas notre état de droit tel qu'il existe, pour imposer progressivement, pour que les gens s'habituent à ce genre de maillot de bain islamique. Et de l'autre, on a aussi les différentes, que ce soit le Conseil d'État ou les tribunaux administratifs, qui généralement viennent casser les arrêtés et à travers la jurisprudence finalement presque donner raison à ceux qui viennent tester notre état de droit. C'est donc il y a une sorte de paradoxe et de fragilité insupportable pour beaucoup, je pense. Maître Guilain Bellessa, on est piégé en quelque sorte, finalement on n'a pas trouvé la bonne solution. Alors justement, on est piégé parce que j'entends sur le plateau, et c'est juste qu'il y a une guerre culturelle à mener et que c'est ça le fond, on va dire, des débats. Et ça, je le partage. Je crois que la question est essentielle et elle est fondamentale. Je veux dire, c'est le creuset en réalité de toutes les questions juridiques. Mais, et il y a un immense mais, et je dis bien un mais que je pourrais poursuivre toute la nuit s'il le faut, c'est que le juge s'en fiche royalement. C'est qu'en fait, le tribunal administratif, et c'est l'immense, comment dire, c'est le lot du droit dans sa technicité et sa rigueur implacable, c'est que le juge n'en a strictement rien à faire, la plupart du temps, de se demander si sa jurisprudence a un impact d'un point de vue culturel. Il va strictement, et je dis bien strictement, se demander s'il y a ou non un trouble à l'ordre public. En l'espèce, dans la plupart du temps, on va nous dire quoi ? On va nous dire que oui, mais il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas, on va dire, de climat particulier relatif par exemple au terrorisme ou d'insécurité dans telle ou telle commune. Donc on va nous dire il n'y a pas, si vous voulez, de circonstances particulières qui justifieraient la question d'un trouble à l'ordre public. Mais, et c'est là où je souhaite insister là-dessus, c'est que tant qu'on n'aura pas compris et tant que les juges n'auront pas compris que la question n'est pas exclusivement une question d'ordre public au sens strict, mais une question presque culturelle qui devrait être prise en compte dans le cadre même de cet ordre public, là, on aurait des solutions. Et pour la petite anecdote, il y a 30 ans, les juges administratifs ont trouvé un moyen d'interdire le lancer de nains. Le lancer de nains, qui était un sport qui avait été introduit notamment dans le pays du Commonwealth, donc un sport ignoble évidemment en soi, lancer de nains dans des restaurants, considérant que c'était indigne et à considérer que cette dignité humaine était une partie intégrante de l'ordre public. Donc on a interdit le lancer de nains au nom même de l'ordre public. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer que la jurisprudence se saisisse d'une question, peut-être pas la dignité, mais d'un autre pilier fondamental pour mener la guerre culturelle et interdire le burkini sur la plage ? Il faudrait faire preuve d'un peu de courage et d'une vraie volonté de changer les choses, et il faudrait que les juges ne soient pas les otages, je dis bien les otages, d'un droit et d'un état de droit qui chaque jour se referme comme une espèce de poison sur la France. Jean-Michel Fauvergue a une question pour vous, maître. Oui, c'est très intéressant ce que vous avez dit, maître, d'une manière générale. Mais ma question, c'est la suivante. On sait qu'il y a autant de jurisprudence dans les tribunaux administratifs qu'il y a de tribunaux administratifs et peut-être autant de dogmatisme chez les juges administratifs. Certains le sont, d'autres de positionnement que de juges administratifs. Est-ce que, à ce moment-là,
ça serait pas au Conseil d'État et à la jurisprudence du Conseil d'État de trancher ça et dans ce sens-là, évidemment, dans ce sens-là, on l'espère tous, et de donner ainsi la direction de la loi par la jurisprudence. Ah mais complètement, complètement. La solution que je rêverais personnellement d'avoir, mais la solution, la grande solution, ce serait qu'on ait une position de principe du Conseil d'État, une vraie grande position de principe, où le Conseil d'État nous trouverait non pas une solution d'espèce, mais une grande solution claire et nette, fondée, je pense, sur un pilier de l'ordre public, sur, on va dire, une interprétation de l'ordre public. On peut même imaginer franchement, je veux dire, le juge administratif est un juge, des fois, quand il le faut, qui fait preuve d'une originalité et d'une acrobatie juridique qui arrange bien des choses. Donc on pourrait imaginer une acrobatie de type interdiction du burkini au nom d'un pilier constitutif de l'ordre public qui permettrait d'avoir une solution de principe qui serait appliquée par, on va dire, les petits juges, c'est-à-dire par les tribunaux administratifs, et donc permettrait d'avoir sur tout le territoire français des maires qui seraient confortés dans leur position et pourraient donc prendre des arrêtés en toute quiétude. Mais j'observe, et c'est bien le problème, que pour l'instant, quand on voit que le Conseil d'État a du mal à tolérer qu'il y ait des crèches dans des bâtiments publics aux alentours de Noël, j'ai du mal à croire que demain, ces mêmes juges arrivent à trouver une position suffisamment offensive, juridiquement parlant, pour interdire le burkini sur les plages. Raphaël Steinville. Oui, c'est très exactement ce que je pense, et notamment à l'aune d'un livre qui a été écrit par un de mes confrères, Yves Mamou, ancien correspondant du Monde, qui a écrit Le Grand Abandon et qui raconte par le menu comment le Conseil d'État, notamment depuis 20-30 ans, peut-être même davantage, je ne sais plus exactement, finalement ne fait que céder à la pression notamment des associations islamistes et renonce à ces grands principes dont vous disiez qu'il pourrait faire État. Et donc oui, je crains malheureusement qu'on peut rêver que le Conseil d'État impose une décision qui permette de clarifier les choses, notamment pour les juges administratifs. Malheureusement, toutes ces décisions, ces dernières années, vont dans le sens contraire. Sauf pour les hijabeuses de la Fédération française de foot, où le Conseil d'État n'a pas suivi son rapport. Mais il y avait eu un premier avis, effectivement, qui allait dans ce sens. Oui, on s'est inquiété que la décision finale en tienne compte, parce que c'est le cas dans 90% des cas. Mais il a argumenté en disant que c'était un service public, ça dénotait d'un service public, et que la Fédération française de foot... Et qu'elle devait avoir le même comportement que les professionnels, l'équipe de France notamment. Donc il y a de l'espoir en fait. S'il arrive à faire ça, c'était l'exception qui confirme la règle. Maître Benessa, vous restez confiant sur le sujet. On finira par trouver la solution et une façon d'apaiser aussi. Alors, juste, je rebondis sur les paroles de M. Fauvergue à l'instant, sur la question du hijab. Alors, intéressant, parce que cette décision est tombée il y a peu de temps, je ne veux pas rentrer dans le détail, je les passe sous la main, là, hein. Mais sur la question du hijab, en réalité, le Conseil d'État était extrêmement timide. Oui, il avait effectivement une position assez claire, mais qui était timide dans ses motivations. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on ne peut pas, à partir de cette décision, s'imaginer qu'il y a, on va dire, un grand totem qui aurait été dévoilé, on va dire, et qui permet, sans mauvais jeu de mots, et qui permettrait de résoudre le problème. Pour le reste, sur les questions des plages et des piscines, moi, je pense surtout, et je suis assez tragique, on va dire, je pense qu'on a des affaires qui vont pulluler encore un bon bout de temps, et que le juge, au lieu d'être courageux, va, un peu comme d'habitude, céder sans vraiment le dire, c'est-à-dire rendre des décisions qui sont insatisfaisantes, qui sont pas très claires, parfois illisibles dans leur motivation et qui vont petit à petit laisser l'arbre, ou plutôt les racines gangréner un peu l'ensemble. On peut imaginer qu'il y a un sursaut, mais le sursaut, à mon avis, il faudrait que les politiques clairement reprennent en main la question, parce que si on attend que le salut vienne des juges, on n'est franchement certainement pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup, Maître Guilain Benessa, d'avoir participé à nos débats. C'est vrai que les thèmes de laïcité, de liberté sont chers à
à notre société, à notre République. Malheureusement, on n'a pas fini d'en parler. On va terminer l'émission en évoquant ces noyades, puisque la période estivale est malheureusement toujours une saison pendant laquelle on évoque ce thème. Elles sont en baisse cette année de 9% par rapport à l'année dernière, selon les chiffres de Santé publique France. Elles touchent toujours majoritairement de très jeunes enfants et elles pourraient être évitées. C'est le constat des pompiers et des maîtres nageurs qui dénoncent le manque de vigilance de certains parents, notamment à cause d'un objet devenu essentiel à notre quotidien, le téléphone portable. Précision de Kylian Salé. Des piscines et des points d'eau bondés, avec un risque de noyade toujours aussi élevé. Cette année, les sauveteurs remarquent un manque d'attention de certains parents, en cause le téléphone portable. La maman ou le papa, le téléphone sonne, je m'absente 30 secondes, ça suffit pour qu'un enfant se noie. Donc effectivement, le téléphone peut être un élément également qui va distraire la surveillance des adultes qui doivent surveiller les enfants. Et effectivement, ça peut occasionner des accidents. Entre le 1er juin et le 12 juillet dernier, 362 noyades ont été enregistrées, 109 d'entre elles ont été mortelles. Ce pompier nous donne ses recommandations. Surveillance, surveillance, surveillance. Il faut absolument que quand vous avez votre enfant, déjà il faut avoir les mesures de sécurité, les manchons, la bouée. Enfin, il existe des gilets flottants, plein de dispositifs qui sont très efficaces, qui vont permettre à l'enfant de ne pas couler. Mais ça ne délie pas d'une surveillance constante et visuelle. Le message de ce pompier est clair. À chaque baignade d'un enfant, un parent doit être présent. Ce sont des conseils de prudence qui paraissent évidents à rappeler. Malheureusement, les parents, comme tous les individus que nous sommes, deviennent de plus en plus esclaves de ces objets et ça peut être dramatique. Moi, j'ai une seule solution, c'est vacances égale digital detox. Ah oui. On arrête, on coupe. On essaye de se prouver à soi-même qu'on peut vivre quelques jours, quelques semaines sans son téléphone, sans les réseaux sociaux. Peut-être si ça peut sauver des vies, alors ce conseil est formidable. Et vous ne croyez pas si bien dire, vous reprenez le message de Bruno Le Maire, pas plus tard qu'il y a 2 jours, sur les réseaux sociaux. Il a posté ce message encourageant l'ensemble des Français à faire rimer vacances avec déconnexion totale. Ne plus penser au travail. Regardez, vous êtes peut-être déjà en vacances ou vous allez bientôt l'être, dit le ministre de l'économie. Soyez-le totalement. Vous avez le droit de vous déconnecter de votre boîte mail pro, de vos téléphones, de vos réseaux sociaux. On ne parlait même pas encore des risques encourus possibles. Raphaël Steinville, vous arrivez à faire ça, à déconnecter complètement ? Oui, quand j'arrive à partir en vacances, j'arrive à... Mais pour l'instant, ce qui n'est pas le cas. Donc je reste malheureusement beaucoup trop connecté. Mais oui, je pense que c'est absolument nécessaire. On le voit sur les plages, pour ceux qui sont déjà partis en vacances. C'est vrai que tout le monde est maintenant sur... Avant, on lisait des bouquins, maintenant... On le voit partout. On le voit en traversant une grande avenue en zone urbaine. Les gens pensent plus à leur téléphone qu'à leur propre sécurité et traversent sans regarder. Voilà, c'est les effets de notre monde moderne, mais il faut savoir quand les risques veiller à notre propre sécurité et à celle de nos enfants. Non, et puis même j'ajouterais que ce qui est vrai pour les adultes l'est également pour les enfants. Si on pouvait faire en sorte de ne pas leur donner trop tôt, trop jeune, ce genre d'appareils qui deviennent très vite des dépendances de plus, c'est aussi merveilleux parce qu'ils ont droit de découvrir la vie autrement qu'à travers un écran, de s'émerveiller, de savoir paresser. C'est important tout ça et c'est vrai que cette ultra sensibilisation qu'on a avec les téléphones, c'est le fait de les solliciter en permanence. Je pense que ça a des conséquences sur les plus jeunes, sur leur incapacité à se concentrer parce qu'ils sont tout le temps stimulés. Donc je pense qu'il faut essayer de... Il faut responsabiliser les parents, pour donner le bon exemple, évidemment. Pour pouvoir responsabiliser nos enfants, quoi. Donc le portable qui pourrait n'était pas tenu en main, éviter des noyades. C'est vrai que ça. Mais moi j'en ai connu des gens déconnectés, en particulier quand j'étais à l'Assemblée nationale. Déconnectés ? D'accord, on ne parle pas tout à fait des mêmes. On ne parle pas de la même chose ? Ah pardon. Non, c'est vrai que c'est un vrai gros problème, ces portables à tous les niveaux, tout le temps, y compris quand vous êtes au restaurant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais moi, c'est à plusieurs reprises. Vous avez des couples qui sont en face et qui ne correspondent pas. Et chacun ne se regarde pas du tout. Et chacun correspond sur son... C'est quand même assez bizarre. Alors, c'est très dangereux aussi, parce qu'on a plein d'accidents de vélo et de trottinettes dus à ça, parce qu'il y a des gens qui regardent
leur portable. Je parle même pas des écarts que font les voitures. Moi qui roule en 2 roues, on les observe on les voit assez rapidement. Donc, ouais, c'est un vrai danger. Alors, sur les plages, peut-être qu'une jurisprudence du Conseil d'État interdisant les téléphones sur les plages... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Ouais. Et que fait le maire de Fréjus? Bon, on va relancer. Merci en tous les cas, tous les 3, d'avoir participé à cette longue émission de Soir Info été. Mais au moins, on a pu aborder énormément de sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte quelques instants pour la pub et puis on refera un point avec Simon Guillain.